Bonjour. Alors aujourd'hui, nous continuons notre cours sur les murs de soutènement et nous allons nous intéresser en particulier sur un type de mur très intéressant, les murs en gabion. Alors, on a vu déjà au cours précédent que les murs en gabion fonctionnent comme des murs poids drainants. Ils exploitent leur propre masse et la forte perméabilité du remplissage pour résister aux poussées des terres tout en éliminant les surpressions de l'eau derrière l'ouvrage. Ils constituent une solution bien adaptée aux talus instables, aux berges de rivières et aux zones exposées à l'érosion, mais aussi aux aménagements urbains où l'on recherche à la fois une fonction structurelle et une qualité paysagère. Leur caractère modulaire permet en outre des interventions rapides, notamment pour les réparations d'urgence ou le renforcement localisé d'ouvrages existants. Sur le plan technique, les gabions présentent plusieurs avantages majeurs. Le remplissage pierreux, très perméable, assure un drainage naturel du massif arrière et réduit les poussées hydrostatiques de l'eau. À la différence des murs en béton plein, la structure semi-flexible peut accepter des tassements différentiels ou de légers mouvements de terrain sans fissuration brutale, ce qui en fait une solution intéressante sur sol médiocre ou en zone de glissement. Enfin, la mise en œuvre ne nécessitant ni coffrage ni mortier est réalisable avec des moyens relativement légers et simples et rapides par rapport à celle des murs en béton armé où on a besoin de faire du coffrage, de placer du ferraillage, de couler du béton, etc., etc. Du point de vue économique, les murs en gabion sont souvent compétitifs, surtout lorsque des matériaux de remplissage locaux ou recyclés sont disponibles, ce qui réduit les coûts de transport et de fabrication de matériaux industriels. Leur modularité facilite un ajustement précis des volumes et des hauteurs à soutenir, évitant ainsi les surdimensionnements coûteux. Sur le plan environnemental, ces ouvrages limitent l'artificialisation et l'imperméabilisation des sols par rapport aux solutions béton, favorisent l'implantation de végétation dans les vides interstitiels et la création de micro-habitats contribuant à la biodiversité. Ils s'intègrent généralement très bien dans les paysages naturels ou urbains grâce à la minéralité des pierres et aux possibilités de végétalisation, ce qui en fait à la fois des éléments de soutènement et des composants de composition paysagère. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, plus précisément pour les murs en gabion, on va s'intéresser plus précisément à leur dimensionnement et surtout à leur, je dirais, à l'étude de leur stabilité. Stabilité, bien sûr, au renversement, et stabilité au glissement. Très bien. En plus de ces deux conditions de stabilité, nous allons voir aussi comment vérifier, d'accord, les contraintes que transmettent ces murs vers le sol de fondation. C'est très important, c'est pour garantir une bonne assise de ces éléments. Donc on va voir aujourd'hui donc l'étude, comment se fait l'étude de la stabilité au renversement et au glissement de ces éléments, mais aussi voir comment vérifier les contraintes transmises, d'accord, par ces massifs de gabion au sol de fondation et voir comment faire en sorte que celui-ci résiste à ces pressions, mais aussi au moment de renversement induit par la poussée des terres. Alors, vous vous rappelez très bien donc de ce schéma, d'accord, celui-là, ce schéma triangulaire. Il s'agit donc de la répartition de la poussée des terres, d'accord, répartition de la poussée des terres derrière un mur. Alors ici, on a choisi, à titre d'exemple, un mur en gabion composé de 5 niveaux. Alors les murs en gabion sont construits en général, regardez, en escalier. Voilà, très bien. Et donc on pose les premières rangées,
au niveau 1, puis les deuxièmes rangées au niveau 2, ainsi de suite pour arriver au dernier niveau. Alors la vérification des gabions ne se fait pas uniquement pour l'ensemble de ce gabion-là, d'accord, pour l'ensemble du massif. C'est-à-dire on ne va pas vérifier uniquement avec la poussée PA, donc calculer le mouvement, plutôt le moment de renversement global à la base, que je vais noter MR ici. Et on ne va pas vérifier le glissement à ce niveau uniquement, mais on va faire donc vérification, donc on a une force de glissement. Donc on ne va pas vérifier uniquement ces conditions de stabilité pour l'ensemble, mais par contre on va les vérifier pour chaque niveau. Alors pourquoi? Parce que étant donné que ces éléments sont indépendants, c'est-à-dire que chaque élément est posé sur le suivant. Alors on peut voir ici, par exemple, que si je prends le niveau 5 ici, d'accord, situé à la profondeur Z, d'accord, on va voir sur cet élément-là va s'appliquer une certaine poussée P petit p à l'étage 5, qui sera plus petite que la poussée d'ensemble ou la poussée globale qui s'exerce sur le mur, parce que la poussée dépend de la profondeur Z, ça c'est clair. Alors ce petit bloc ici, d'accord, il pourra, comme on peut le voir, sous l'effet de cette poussée, il pourra tourner, se renverser par rapport à ce point-là. Je change de couleur pour que ça paraisse un peu plus visible. Donc il pourra tourner par rapport à ce point et pourra glisser par rapport à cette interface-là. Ceci pour le premier niveau de gabion. Si je passe au niveau 4 des gabions, c'est-à-dire pour la profondeur Z2 ici, alors la poussée, ce sera une poussée qui sera légèrement plus grande que la précédente, que je vais appeler P4, d'accord, qui sera en fonction de la profondeur Z4. Et donc maintenant, il s'agira de vérifier que tout cet ensemble-là, regardez, tout à l'heure c'était le premier par rapport à l'ensemble, maintenant ces trois lits de gabion, on va vérifier la stabilité de ces trois lits de gabion, de ces trois niveaux de gabion, au renversement par rapport à ce point et au glissement par rapport à cette interface. Et on fait ceci à chaque fois, d'accord? On augmente la profondeur, Z, on calcule la nouvelle poussée d'éther au niveau 3 par exemple ici, et on vérifie encore une fois le renversement par rapport à ce point, donc de tout ce massif, donc renversement par rapport à ce point, et le glissement par rapport à cette interface. On prolonge les calculs, donc chaque fois, pour chaque niveau, jusqu'à arriver au niveau final, et là, on va vérifier le renversement en ce point ici, d'accord, par rapport, plutôt le renversement par rapport à ce point, et le glissement par rapport à la base au niveau du sol à cette interface-là. Donc réellement, il s'agira de faire des calculs répétitifs. Donc on va faire des itérations, des calculs répétitifs pour chaque niveau de gabion. Donc on vérifie la stabilité, d'accord? Donc l'algorithme, je viens de le reprendre ici. D'une manière générale, l'algorithme des calculs pour chaque niveau sera comme suit. Calculer la poussée d'éther pour chaque niveau en fonction de la profondeur de celui-ci, PZ, d'accord? La fameuse poussée jusqu'au niveau concerné. Calculer le poids des ensembles, de l'ensemble des gabions jusqu'au niveau concerné, on va l'appeler W. Calculer le centre de gravité des gabions jusqu'au niveau Z, d'accord? Alors, le centre de gravité, pourquoi? C'est juste pour voir tout à l'heure comment évaluer
Voilà, je remonte un peu. Voici le poids W du gabion. On calcule le centre de gravité. C'est juste pour déterminer ce qu'on appelle le bras de levier, pour calculer les différents moments stabilisateurs et les moments, je dirais, déstabilisants. Alors, quatrième étape, calculer le bras de levier des moments stabilisants. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, une fois que je connaîtrai le centre de gravité, je connais le poids. Donc, j'ai le poids et j'ai la distance par rapport au point de rotation. Donc, je peux calculer les moments stabilisants pour cette tranche de gabion. Alors, en cinquièmement, calculer le coefficient, alors calculer le bras de levier, pardon. Quatrièmement, calculer le bras de levier des moments stabilisants et des moments déstabilisants en supposant le point extrémité comme point de basculement. Alors, on aura P, A, on aura, donc c'est la poussée, d'accord? On connaîtra le bras de levier de la poussée, on connaîtra le bras de levier du poids, et on peut calculer dans ce cas-là les moments déstabilisants et les moments stabilisants. Alors qu'est-ce qu'on fait juste après? On va calculer ce qu'on appelle le coefficient, comme on l'a vu au dernier cours, le coefficient de sécurité au renversement. Ça sera quoi? Ça sera les moments stabilisants sur les moments déstabilisants, et il doit être supérieur ou égal à 1,5. Alors on fera aussi la vérification au glissement, et on doit vérifier à chaque fois que le facteur de sécurité au glissement, qui est égal toujours au poids des gabions, fois tangente delta. On l'a vu au dernier cours, c'est quoi ce coefficient? C'était le coefficient de frottement. D'accord? Divisé par la force de poussée qui s'applique ici, et ceci doit être supérieur ou égal à 1,5. Donc, c'est des calculs, d'accord, répétitifs pour chaque niveau. D'accord? Si j'ai plusieurs niveaux, donc on fait ces calculs et on calcule ces facteurs de sécurité pour chaque niveau Z, ou bien pour chaque niveau de gabion jusqu'à arriver à la base du gabionnage, bien sûr. Et à la fin, on fait ce qu'on appelle une vérification des contraintes sur le sol des fondations. Alors, à la fin de ce cours, nous allons voir un petit exemple de calcul de tout ça. Alors, passons maintenant au prédimensionnement rapide des massifs en gabion. Alors, en général, avant de commencer les études finales ou bien les études d'exécution d'un gabion, on procède souvent au prédimensionnement des gabions. Alors, en général, un gabion se prédimensionne surtout avec le choix de la base de ce gabion, c'est-à-dire la base de l'assise. Alors, pour une hauteur donnée h de talus, d'accord, la hauteur du talus. Alors généralement, la base du gabion dépend souvent de la nature du sol, d'accord, dépend de la nature du sol. Alors il y a des sols qui exercent de petites pressions ou bien de petites poussées, et il y a bien sûr des sols qui exercent d'importantes poussées. Alors, pour l'un et l'autre cas, on ne choisit pas bien sûr la même base. D'accord? Vu que c'est la base qui va assurer la stabilité au renversement. Plus la base sera importante et plus on aura de stabilité au renversement. Alors, on aura deux petites formules de prédimensionnement qu'on utilise en général. Alors, tout dépend du type de sol. Alors, pour les sols qui sont marneux ou des sols sableux, d'accord, que le sable soit fin ou grossier, donc pour lesquels l'angle de frottement interne varie entre 30 et 40 degrés, on dit que B, d'accord, je le réécris ici, la base donc du gabion, elle doit être choisie de manière à ce que
cette base soit supérieure à la hauteur des terres à soutenir, plus 1 divisé par 2. Pour des sols qui sont argileux, d'accord, la poussée pourrait être un peu plus importante, et dans ce cas, on va choisir une base supérieure ou égale à H plus 3 sur 2. Tout dépend. Alors regardez ici, sur cette petite illustration, je vais essayer de zoomer un tout petit peu. Voilà, pour une hauteur de 6 mètres, par exemple, ici, j'ai une largeur du gabion qui fait à peu près 4,5. Alors, voilà, je vais appliquer cette relation. Je vais dire que B doit être supérieur ou égal à 6 plus 1 divisé par 2. D'accord? On va avoir 3,5. Si c'était des sols de type marneux ou sablonneux. Alors, si c'était des sols argileux, on aurait 6 plus 3 divisé par 2 et on aurait une base de 4 mètres 50. Alors, ici, donc ce schéma, d'accord, il est donné à titre indicatif, mais il concerne plus particulièrement les sols argileux. On vient de le démontrer, 4,5, 4,5. Donc sol argileux. C'est le cas le plus défavorable, si j'ose dire. Alors, donc, avant de commencer les études d'exécution d'un mur en gabion, donc on procède donc au prédimensionnement de la base B. Une fois que l'on aura la base B, d'accord, on dispose nos niveaux de gabion, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, jusqu'à arriver à la hauteur maximum, la hauteur du talus à retenir, et on commencera à faire les différentes vérifications pour chaque niveau, c'est-à-dire pour le niveau supérieur, on vérifie la stabilité au renversement et au glissement, pour le niveau juste inférieur, on vérifie encore une fois la stabilité au renversement et au glissement. Ensuite, pour tout cet ensemble, on vérifiera encore pour cette profondeur la stabilité au renversement et au glissement pour arriver à la base du mur et vérifier encore une fois la stabilité au renversement et au glissement avec les formules que l'on a déjà vues précédemment et au cours précédent. Alors, passons maintenant aux exigences normatives par rapport aux caractéristiques des matériaux. Alors, ce n'est pas n'importe quelle roche qui va être utilisée comme roche de gabion. Et bien pour cela, nous avons des normes. De même pour le grillage qui va être utilisé pour le gabion. Alors, en général, ce n'est pas n'importe quel grillage qui va être utilisé, d'accord, comme armature pour englober nos gabions. Alors, il y a des normes pour ça, d'accord? Donc, on va les voir. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on va vous donner quelques indications sur ces normes-là. Alors, vous avez la norme NF-EN 10223.3 qui concerne les fils et produits tréfilés en acier pour clôture et grillage, partie 3. Donc, c'est des produits en grillage à maille hexagonale, comme vous pouvez le voir ici, à maille hexagonale, pour application en génie civil. Vous avez aussi la norme NF-EN 10223, partie 8, qui concerne les gabions à maille soudée. Et vous avez la norme NF P94-325, l'exécution des travaux géotechniques spéciaux qui se rapportent aux ouvrages en gabion. Alors, les pierres, en général, les pierres utilisées pour les gabions doivent être suffisamment grosses pour ne pas passer à travers les mailles. Vous voyez, les mailles ici?
D'accord? Du treillis. Les pierres trop petites, inférieures à 80 mm, sont rejetées. De même que les pierres supérieures à 200 mm aussi sont aussi à éviter. D'accord? La qualité des pierres influence la stabilité et la durabilité des ouvrages en gabion. D'où la nécessité de choisir des pierres dures, qui ne sont pas friables, des pierres anguleuses, ce pas des pierres, regardez, qui ont des angles à la limite presque tranchants, d'accord? C'est pas des pierres lisses, d'accord? D'accord? Très bien. Et non friables. La masse volumique de ces pierres-là doit être de l'ordre de 2,5 tonnes par mètre cube, avec une résistance minimale, d'accord, à la compression de 100 mégapascales. Elles doivent être propres, sans particules fines ni terre, lavées si nécessaire. Les pierres doivent avoir une bonne durabilité, surtout en termes de résistance au gel-dégel. D'accord, on sait très bien que le gel désagrège si les pierres sont légèrement fissurées, et si de l'eau s'infiltrait, par exemple, sur les petites fissures des pierres constituant le gabion, donc une fois que l'eau gèle, elle va pousser sur ces fissures, les agrandir, et elle va désagréger votre gabion. Et là, au lieu d'avoir une pierre qui va faire 180 mm, vous allez avoir, après quelques hivers, une pierre qui va faire, ou bien plusieurs pierres, elle va se disloquer, et plusieurs pierres qui vont avoir des diamètres parfois même inférieurs à 80 mm, et dans ce cas-là, ils vont pouvoir passer au travers de ces mailles-là. D'accord? Donc c'est pour cela que la norme, elle exige que les pierres soient, elles aient une bonne durabilité par rapport au cycle de gel et dégel, ainsi qu'aux agents chimiques. Alors l'absorption de l'eau doit être limitée à 2% suivant la norme américaine ASTM 127. Alors concernant l'armature ceinturant le gabionnage, donc cette armature-là, ce treillis ou bien ce grillage. Alors la dimension des mailles en général, c'est le cas le plus courant, c'est 80 mm par 100 mm. D'accord? Donc vous allez avoir 80 mm dans une direction. Donc, 80 mm dans une direction et au maximum 100 mm dans l'autre. Alors, ces aciers-là doivent répondre à des résistances quand même assez importantes. Donc, le minimum, c'est une résistance à la traction à peu près de 350 mégapascales ou supérieure, si possible. D'accord? Alors, concernant le remplissage des unités gabion, il est nécessaire de veiller à ce que le vide, d'accord, le vide interstitiel, c'est-à-dire que le vide entre les pierres, soit au maximum compris entre 30 et 35%. Et ce, afin d'assurer un poids stabilisateur suffisant conforme aux hypothèses de calcul. Alors, on évite, en général, lorsqu'on fait le remplissage des gabions, vous voyez qu'il y a du vide ici. Attendez, je change de couleur. Vous voyez qu'il y a des vides. D'accord? Il faut veiller que ce vide-là ne soit pas très important. Parce que s'il y a beaucoup de vide, le poids du gabion, il va chuter. Et donc, toutes vos hypothèses de calcul risqueraient d'être, et de vérification de la stabilité et du renversement, vu que le poids va diminuer. Donc, les moments de stabilisants vont diminuer, et donc, on pourrait être en contradiction avec nos hypothèses de calcul. Et donc, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas plus de 30% ou bien 35% de vide. D'accord? Voilà. Donc, en gros, c'est à peu près ce qu'il faut savoir sur ces gabions. Alors, concernant les modules gabions, alors en général, on utilise des modules variables. Alors ici, vous avez un module qui fait 90 cm de largeur, une hauteur de 1 mètre et une profondeur de 2 mètres. Alors le plus courant, généralement, des gabions, c'est généralement 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Alors, j'ai donné cet exemple-là pour vous dire que rien ne vous oblige
de prendre 1 mètre de hauteur, de profondeur et de largeur. D'accord? Donc on peut choisir 1 mètre, 1 mètre 50. Tout dépend donc de, je dirais, de votre cas. D'accord? Si vous avez un terrain qui fait par exemple 11 mètres, on ne pourra pas diviser 11 pour avoir un multiple de 2. Donc c'est clair, avec 11 mètres, on va mettre des gabions tous les 1 mètre. D'accord? Voilà. Si j'avais par exemple 12 mètres, on pourrait choisir des modules gabions de 2 mètres et on disposerait 6 modules de 2 mètres, 6 fois 2, 6 modules gabions, 6 fois 2 égale 12. Et donc voilà. Alors, si les gabions deviennent trop importants et si vous les préfabriquez, ça deviendra un peu problématique pour les déplacer du site de préfabrication jusqu'au site de pose, donc de votre chantier. Alors voilà, maintenant nous allons essayer d'aborder un petit exemple, voilà, réel, d'accord, qui est situé à Alger, d'accord, il est situé à Boulourine, pour être plus précis, Alger. D'accord, il s'agit donc d'un terrain, comme vous pouvez le voir ici, qui est en dénivelé. Vous voyez, le terrain, il est complètement en dénivelé. Vous avez carrément une pente de 45 degrés. Et ce mur, au-dessus de ce mur-là, vous avez une villa. On ne la voit pas ici, elle est dans ce sens-là. Vous avez un jardin, donc une cour et un jardin. Et tout ça, c'est, je dirais, les zones d'aménagement extérieur. Alors, le mur, le talus, il est ici. Ce talus que vous voyez là. Donc, c'est la limite du jardin, elle est là. Et tout ça, ça menace de tomber. Voilà, si je dessine ça comme ça. Et donc, on a opté pour cet espace-là, vu que c'est un espace perdu entre plusieurs constructions, donc qui n'est pas vraiment utilisé. Donc, on a opté pour faire un système de gabions, voilà, tel que il est présenté ici. Alors, la hauteur, c'est 6 mètres, voilà, plus 6 mètres. Le côté bas, il est au 0,0. Et donc, vous avez, regardez, un niveau, deux niveaux. Donc, le deuxième niveau ici, on avait choisi de mettre un deuxième niveau avec 2 mètres de gabion. Puis le niveau 3, le niveau 4, pour arriver enfin au niveau 5 à plus 6 mètres. Et toujours, vous avez cette, je dirais, variation en escalier pour les gabions. Alors, les gabions qu'on avait choisis, alors c'était ceux que je vous avais montré tout à l'heure. Voilà. On a choisi des modules de gabion de 2 mètres par 1 mètre par 90. Alors, étant donné que le sol ici, voilà, données géotechniques, étant donné que c'est un sol argileux, d'accord, on a utilisé la formule de prédimensionnement qui dit que B doit être supérieur ou égal à H plus 3 sur 2. Si H égale 6 mètres, le voici, 6 mètres. Donc je vais avoir 6 plus 3, ça fait 9, divisé par 2 égale 4,5 mètres. Donc la base du gabion, cette base-là, elle aura 4,5 mètres. Et heureusement, ici, entre les deux constructions, nous avons à peu près dans les 7 mètres. Donc on peut placer notre gabion sans aucun problème. D'accord? Et donc, la topologie de notre gabion, c'est, regardez, voilà. Attendez, voilà, 4,50 m pour 6 mètres de haut. Parfait. Alors, on va commencer maintenant, on va donner un exemple. Bien sûr, vous pourrez continuer les calculs tout seul. Donc, on va prendre le premier niveau de gabion, c'est-à-dire le niveau haut, le niveau à 5 mètres. Et là, nous avons un seul massif de gabion.
D'accord? Et donc la poussée qui va s'exercer, elle va s'exercer ici. Donc on va avoir une poussée comme ça, triangulaire, comme d'habitude. La résultante, puisque c'est 1 mètre, donc la résultante, elle est située à 1 tiers de 1 mètre, donc à 0,333. D'accord? On calcule le poids du gabion. Alors on vous donne dans cet exercice qu'on va refaire, je vous rassure qu'on va refaire en TD, on vous donne les caractéristiques géotechniques du projet. Alors le sol possède une densité, ou bien un poids volumique de 2 tonnes par mètre cube. Alors ici 2 tonnes par mètre cube. L'angle de frottement interne, il est à 35 degrés. D'accord? Le poids volumique des gabions remplis, c'est 21 tonnes par mètre cube. Bien sûr, veillez à avoir une porosité inférieure à 30%. C'est une exigence pour ce projet. L'angle de frottement gabion-gabion, c'est 40 degrés. On verra en TD à quoi ça sert. L'angle de frottement interface entre le gabion et le sol, on a pris la valeur la plus défavorable, c'est-à-dire 2 tiers de l'angle de frottement interne de mon sol. Revenez au dernier cours, vous allez comprendre. D'accord? 2 tiers de 35 degrés et ça me donne 23,3. D'accord? La contrainte admissible du sol, d'accord, elle est de 2 bars. Pour faire donc toutes mes vérifications, vu que c'est des calculs qui sont répétitifs, alors j'ai préféré faire un petit fichier Excel. Alors pour lequel je donne les dimensions des gabions, je donne la base, d'accord? Voilà, la base du gabion, donc 0,9. J'avais dit tout à l'heure, il avait une largeur de 0,9. La hauteur du gabion pour le niveau 5, elle est de 1 mètre. Voilà, elle est là. Le nombre de gabions, ici, sur ce niveau-là, il y a un seul nombre de gabions. Le poids volumique des gabions, il est à 2,1 tonnes par mètre cube. Alors, le fichier calcule tout seul, avec toutes ces données, il me calcule le poids W des gabions. Il me calcule aussi, d'accord, le bras de levier du gabion par rapport à la base du massif. Il est de 0,5. Bien sûr, cette hauteur-là, elle est de 0,5. Centre de gravité au milieu, donc 1 sur 2 égale 0,5 mètres. Voilà. Alors, de là, je vais calculer aussi la poussée des terres. J'ai le poids volumique des terres à 2. L'angle de frottement 35. Donc, je peux calculer avec la théorie de Rankine, Ka est égal tangente carrée de pi sur 4 moins phi sur 2. Donc, vous avez un coefficient de frottement de 0,27. La hauteur ici du premier niveau, c'est 2 mètres. Alors, la poussée, je la calcule, c'est 0,271 tonnes. Alors, il faut bien comprendre que cette poussée, c'est par mètre linéaire de profondeur. C'est-à-dire sur 1 mètre de profondeur. Si j'ai 2 mètres, je la multiplie par 2. Mais en général, pour les murs de soutènement, on travaille toujours par une tranche de 1 mètre. Si une tranche de 1 mètre de profondeur, les calculs sont bons, pour une tranche de 1 mètre, alors ça sera bon pour 2 mètres, ça sera bon pour 3 mètres, ainsi de suite. Donc pour simplifier les calculs, on prend une tranche de 1 mètre. Alors, on a notre poussée. Alors, le bras de levier de la poussée, voilà, c'est 1 tiers, regardez, Z c'est 1, donc 1 tiers de 1 c'est 0,33. Eh bien, le logiciel, bon, pas le logiciel, mais la feuille de calcul va calculer les moments toute seule, les moments de renversement, qui ne sont pas affichés ici, le moment, plutôt la force de glissement, et elle me calcule toute seule, donc cette feuille de calcul me donne directement, je peux vous la donner, cette feuille, il n'y a pas de souci, elle vous donne directement le facteur de glissement et le facteur de renversement. Alors regardez ici, il est supérieur à 3,5, il affiche vert, ça veut dire que c'est bon, et le status, ok. Donc la stabilité au glissement et au renversement, regardez pour ce premier gabion, elle est vérifiée. Alors, on va refaire les calculs à chaque fois, c'est des calculs fastidieux, bon pas vraiment, mais grâce à ce fichier Excel, on va passer à la deuxième phase. Maintenant, on va, regardez,
prendre plutôt les deux niveaux, niveau 5 et niveau 4. Et on va faire les vérifications en ce point-là. Alors sur cette feuille de calcul, on va lui donner le module, le nombre de modules de gabion. D'accord? Elle va calculer les différents centres de gravité, calculer les bras de levier, calculer le moment de renversement toute seule, calculer plutôt la force de glissement et calculer le rapport des deux à chaque fois. Et elle va vous donner les facteurs de glissement. Alors, je ne vais pas donner toutes ces valeurs ici. Le principe, normalement, doit être compris. Et on va revoir tout ça, cet exercice en TD. Alors, on fait les calculs à chaque fois. Regardez. Donc, deuxième itération. Troisième itération, donc on passe au niveau 3. Et on fait les vérifications avec tout ça. Quatrième itération, donc on passe au niveau 2. Et on fait les vérifications sur cette tranche-là, au point ici. Et enfin, on arrive à la fin. Donc, on vérifie l'ensemble du massif par rapport à ce point-là. Et donc, c'est des calculs répétitifs, calculer le poids des gabions, calculer la force de glissement, le moment de renversement, le moment de stabilisateur. C'est des calculs itératifs. Et à chaque fois, il faut veiller à ce que les coefficients, bien sûr, de sécurité soient tous deux supérieurs ou égaux à 1,5. Alors enfin, bien sûr, une fois qu'on arrive à la base ici, on doit faire ce qu'on appelle les vérifications des contraintes. Alors, à la base du gabion, donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un moment de renversement dû à la poussée des terres, d'accord? Et on va avoir un effort normal, d'accord, qui est le poids du gabion. Et on doit vérifier les contraintes du sol, si elles sont vérifiées. Alors, on a vu en TD que pour une fondation soumise à M et N, que le diagramme des contraintes pouvait être de cette manière-là, trapézoïdal, avec sigma 2, la contrainte maximale, sigma 1, la contrainte minimale. Alors la première chose à vérifier pour la base du mur, c'est qu'il n'y ait pas, d'accord, de basculement. Et on doit vérifier à chaque fois, regardez, ici, on va zoomer un tout petit peu, que l'excentricité à la base du mur est toujours inférieure à B sur 6. C'est pour garantir que ça ne bascule pas. Et donc, on a le moment de renversement global à la base, on a l'effort normal de tous les gabions au-dessus, la base du mur, elle fait 4,5. Alors, 4,5 sur 6, donc ce B sur 6, il est égal à 0,750 mètres, et on vérifie bien que l'excentricité, qui est égale au rapport M sur N, d'accord, voilà, 0,554, elle est inférieure à B sur 6. Et là, on peut dire que notre mur de soutènement, il est stable. Il faut aussi vérifier que la contrainte du sol n'est pas dépassée. Donc, il faut vérifier que sigma 2 doit être inférieur ou égal à sigma sol admissible. Et aussi vérifier que sigma 1 est strictement positif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soulèvement ou bien de petit soulèvement du mur, qui n'est pas toléré. Pas de soulèvement. Donc, si sigma 1 est positif, ça veut dire qu'il n'y a pas soulèvement. Si sigma 1 est négatif, implique soulèvement. D'accord? Et là, vous avez un sérieux problème pour votre mur. Il va falloir essayer d'éliminer ce soulèvement. Alors, en général, s'il y a soulèvement, on a tendance à augmenter le poids du mur. Comment augmenter le poids du mur? C'est en rajoutant, par exemple, un niveau de gabion supplémentaire au-dessus du dernier niveau. Alors, comme vous pouvez le voir ici, je ne rentre pas dans mes calculs, la contrainte, elle était, dans notre cas, de 2 bars, pardon.
qui est égal à 15 tonnes, à 20 tonnes par mètre carré. Et regardez ici, la feuille de calcul Excel me calcule d'elle-même la contrainte maximale, qui est 15, inférieure à 20 tonnes par mètre carré. La contrainte minimale, elle est positive, d'accord? Et donc pas de soulèvement. Je vérifie même que la contrainte moyenne, qui est égale à 3 fois sigma 2 plus sigma 1 sur 4, c'est-à-dire la contrainte moyenne sous tout le massif, elle est aussi inférieure à... Parfois les règlements vous imposent cette vérification lorsque vous avez un diagramme trapézoïdal, c'est que la contrainte moyenne, d'accord, sigma max, 3 fois sigma max, qui est égal à sigma 2, c'est la maximale, plus sigma min, la contrainte qui est minimale ici, d'accord, on appelle minimum, maximum, d'accord, il faut vérifier que la moyenne est inférieure. Et apparemment, ça marche très bien. Donc, nous venons de vérifier toutes les vérifications nécessaires et recommandées par la réglementation pour ce mur de soutènement. Et on peut dire que ce mur, si on le place ici, d'accord, sur ce site-là, il va tenir. D'ailleurs, on voit, ici, regardez à la base, on voit à peu près qu'il y avait un mur en gabion. Est-ce que vous le voyez? Je ne sais pas sur l'écran, mais je vais essayer de mettre une couleur vive. Voilà, vous voyez qu'il y avait des pierres. Mais malheureusement, les gabions qu'ils ont fait ici pour soutenir ces terres n'étaient pas, je dirais, ceinturés par un grillage. Et puis elles sont tombées, regardez. Elles se sont désagrégées, elles sont tombées. Et donc, il est important de mettre un bon grillage pour les gabions. Voilà, c'est en quelque sorte les principales étapes pour le dimensionnement et la vérification des gabions. Alors pour la feuille de calcul, je pourrais vous la donner en TD, hein, et vous la laisserez chez vous. En cas où vous aurez besoin d'un prédimensionnement rapide de gabion, vous pourrez l'utiliser tout simplement et vous aurez toutes les vérifications, si bien de stabilité et des contraintes dans le sol, et de stabilité par rapport au renversement sur cette feuille de calcul qui n'est pas très importante. Voilà, donc ceci termine notre cours sur définitivement, je dirais, donc ceci termine définitivement notre cours sur les murs de soutènement. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.